Nous Merci passons beaucoup. maintenant à la deuxième intervention sur les implications économiques du Covid-19 et M. Hakim Brahmouda, ancien ministre de l'économie et des finances, économiste, qui vient de publier des études sur les implications économiques du Covid-19. Donc, c'est Hakim Marhbabik. Je disais tout à l'heure que si Hakim, comme vous le savez, est un économiste. Il a été ministre de l'économie et des finances en 2014, avec beaucoup de responsabilités dans les organisations internationales, notamment la Banque africaine de développement. Et si Hakim va nous entretenir à propos des implications économiques du Covid-19. Vous le savez, il a déjà publié une étude sur cette question. Et donc, je vais vous demander de nous présenter ces implications économiques. À vous la parole, c'est Hakim. Je tiens d'abord à remercier Saad Abdelrazak Zoueri pour son invitation à cette importante réunion dans un contexte très très particulier. Comme l'a dit Saad Abdelrazak, nous avons produit jusqu'à aujourd'hui la seule étude d'impact sur l'économie tunisienne de cette crise du Covid-19 et qui a été publiée, je pense, sur un certain nombre de réseaux sociaux. Et même la presse écrite a été interdite aujourd'hui de parution depuis quelques jours parce que, semble-t-il, le papier est aussi un élément de transmission de ce virus. Donc, vous la trouverez sur les réseaux sociaux. Moi, mon intervention va autour de 3 points. Et je vais vous donner quelques éléments de l'étude d'impact que nous avons faite. Une étude d'impact qu'il faut impérativement actualiser compte tenu de la persistance et compte tenu de l'ampleur. Donc, je disais, il y a 3 points. Je veux mon exposé sur 3 points. Le premier, c'est l'impact économique, donc quelques éléments de l'étude que nous avons présenté, l'impact économique sur la Tunisie. Deuxième point, je vais aborder un peu les grandes caractéristiques des réponses économiques à la crise. Et le troisième point, c'est une première appréciation des réponses tunisiennes, des réponses officielles tunisiennes à la crise. Sur le premier point, sur les aspects économiques, notre étude, nous avons étudié 4 scénarios. Le premier scénario qui est une propagation limitée, Le deuxième scénario, c'est une propagation un peu plus importante. Le troisième scénario, donc, c'est le scénario que nous vivons plus ou moins avec une propagation assez large. Et le quatrième scénario, c'est une perte de contrôle du développement de la crise. Et sur chaque scénario, nous avons fait une série de simulations et nos résultats sont les suivants. Très important pour le cas de la Tunisie, elle va entraîner une perte en termes de PIB, elle peut entraîner une perte en termes de PIB de moins 1,65 jusqu'à moins 5,26 points. En termes de PIB, toujours, les pertes peuvent aller ou varier de 2 milliards de dinars jusqu'à 6,6 milliards de dinars. En termes de chômage, les conséquences sociales, notre scénario montre qu'on peut avoir une augmentation du chômage qui peut aller de 1,53%, une croissance du chômage de 1,53% jusqu'à 4,15%.
et une forte baisse de la, une forte baisse également des exportations du fait de la crise économique que traversent nos partenaires commerciaux, hein, l'Europe particulièrement. Et la chose la plus importante aussi, c'est que nous connaissons une dérive même des finances publiques du fait de la réduction réduction, je dirais, des entrées fiscales. Les conséquences, premièrement, des conséquences en matière de croissance, deuxièmement, une déstabilisation des grands équilibres macroéconomiques, commerce, compte courant et finances publiques, et bien évidemment, au niveau structurel, un recul des investissements. Donc voilà les caractéristiques des différents scénarios, bien évidemment, avec une ampleur plus ou moins importante selon les scénarios. Deuxième point, quelles sont les politiques qui ont été, quelles sont les au niveau, je parle au niveau international. Je pense les quatre composantes des politiques qui ont été mises en place, comme vous le savez, l'Union européenne, les pays au niveau national, mais également la Banque centrale européenne, la Commission également, au niveau des États-Unis, un plan de 2000 milliards de dollars de relance. Donc, c'est des mesures qui sont très importantes. On ne va pas regarder les détails de ces mesures et le contenu de ces plans. Quelles en sont les principales caractéristiques? Je pense que la première caractéristique, c'est la mise en place de ce que les économistes appellent les politiques non conventionnelles. C'est-à-dire qu'on est sorti des politiques classiques, des politiques libérales classiques qui ont dominé, je dirais, les politiques économiques depuis quelques années et qui mettaient l'accent sur les grands équilibres macroéconomiques et la lutte contre l'inflation, et on est rentré dans des politiques non conventionnelles avec véritablement une forte composante de ces politiques-là. Je rappelle que ces politiques ont été mises en place, des politiques non conventionnelles, c'est-à-dire une forte intervention de l'État, des plans de relance relativement importants, ce qui n'est pas ce qui contredit ou va à l'encontre, je dirais, des préoccupations, des prescriptions des politiques économiques au cours des 2 dernières décennies. Je rappelle que ces politiques non conventionnelles ont été mises en place en 2008 après la grande crise financière, mais à partir du moment où on est sorti, je dirais, de la zone de danger, de la zone au prix un peu leur cours. Donc, première caractéristique, c'est la mise en place de politiques non conventionnelles de manière forte. La deuxième caractéristique de ces politiques, c'est véritablement, pour la première fois, on voit des politiques avec un contenu social avec une double dimension, social dans le sens où un soutien massif au secteur de santé, mais aussi social dans le sens aussi un soutien à toutes les couches sociales qui seront, je dirais, touchées par la crise, avec les politiques de chômage partiel et véritablement un appui très, très important aux différentes couches sociales. La troisième caractéristique, c'est nous sommes en présence de politiques où véritablement on a fait appel et on a mobilisé tous les outils de la politique économique. On voit les politiques monétaires qui sont des politiques très très importantes avec les baisses des taux d'intérêt, avec
la mise en place d'importantes liquidités pour venir en aide aux banques et politiques fiscales. Véritablement, il y a une association, un mix, comme disent les économistes, de tous les outils de la politique économique pour venir pour essayer de résister, essayer d'arrêter ou limiter en tout cas les effets de... donc je disais que la quatrième remarque, ou la quatrième caractéristique de se sont libérés de toutes les contraintes passées qui ont été mises en place. J'ai pris un exemple, je prends un exemple qui est très très clair, c'est l'exemple des critères de Maastricht au niveau de l'Union européenne et qui limite le déficit public à 3%. Et aujourd'hui, on a constaté que de ces critères contraignants et qui ne permettent pas au pays de répondre à la crise. Donc voilà un petit peu le deuxième point qui est les grandes caractéristiques, je dirais, de ces interventions. Des politiques non conventionnelles, un accent très important sur les questions sociales. On fait appel et on mobilise tous les outils de la politique économique. Et quatrièmement, on se libère de toutes les contraintes passées. Troisième point maintenant, qu'en est-il de la réponse tunisienne à la crise? Et je crois, sur la réponse tunisienne à la crise, je pense qu'elle a été tardive, la réponse économique, hein, elle a été tardive et encore, je dirais, pas à la hauteur de ce qui devrait l'être. Ceci étant, hein, je pense que c'est des réponses qui ont été importantes et qui ont été fortes. La réponse tunisienne à la crise, elle a connu économique. La réponse économique à la crise de Covid-19 a connu deux moments importants. Le premier moment, c'est jusqu'à vendredi dernier, où véritablement, on nous attend pour la santé. La priorité a été donnée à la question de santé et il y aura un temps pour l'économie. Donc, ça a été pratiquement le mot d'ordre de la réponse officielle. On met l'accent sur les questions sanitaires, sur le confinement, etc. Et viendra le temps de l'économie plus tard. Le temps de l'économie s'est imposé assez rapidement. Et la deuxième phase, je pense, dans la réponse à la crise, c'est venu avec les annonces qui ont été faites par le gouvernement vendredi dernier sur les mesures qui ont été prises en charge, qui ont été mises en œuvre. Je pense que c'est des mesures d'abord qui ont commencé par la réponse de la politique monétaire. Ensuite, il y a eu la réponse du gouvernement un peu plus globale sur un certain nombre de choses. Je pense que si on analyse, je pense que c'est des mesures bien évidemment importantes. Cette prise en charge des questions économiques est très importante aussi, je le souligne. Hein. Mais si on analyse les mesures, je pense que c'est des mesures qui sont importantes. Je ne veux pas être mal compris, mon propos mal interprété, mais c'est des mesures qui, me semble-t-il, sont de mitigation et qui montrent, je pense, une conception que la crise ne sera pas trop longue et qui ne mesure pas, à mon avis, l'ampleur économique et sociale de cette crise. Il y a des intervenants qui peuvent analyser, je ne veux pas, j'ai vu que si Walid va intervenir après moi, je pense qu'il fera une bonne analyse de des différentes mesures qui ont été faites. Mais si on s'arrête sur les mesures, je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui de liquidité pour les entreprises et je crois que les réponses, les réponses par les mesures sont relativement limitées. Le dépôt, le dépôt pendant le mois de mars, ce qui demande des liquidités importantes de la part des entreprises. Le report pour le mois d'avril ne sera que jusqu'à la fin. Le report ne sera que jusqu'à la fin du mois de mai, ce qui montre quand même qu'il y a une conception derrière ça, que la crise ne sera pas longue et ne sera pas importante. Moi, j'ai demandé hier et je demande aujourd'hui qu'on passe à une troisième phase
dans la gestion économique de la crise, ce que j'ai appelé, ce que j'ai repris de ce point de vue, les mots ou les analyses qui ont été faites par les économistes de la réponse de la Banque centrale, un appui de 750 milliards d'euros. Ils ont appelé ça la bazooka. Et je pense que maintenant, pour la Tunisie, il est temps de passer à la bazooka. Alors, le vrai problème, la question qu'on doit se poser, et que se posent certainement les ministres en charge des questions économiques dans notre pays, c'est pourquoi cette réponse n'a pas eu l'ampleur que que les économistes espéraient et que, bien évidemment, les entreprises espéraient. L'argument qui a été donné, c'est la situation des finances publiques. Situation des finances publiques difficile. Le ministre des Finances, hier, est intervenu en disant « Vous ne savez pas l'ampleur de la crise des finances publiques ». Moi, j'avais toujours dit qu'il fallait absolument un audit des comptes des finances publiques parce qu'on nous présente, je pense, et ce n'est pas une remise en cause de la gestion passée, ce n'est pas une critique facile de la gestion passée, mais je crois qu'il était utile parce qu'on se retrouve dans une situation où véritablement on a d'un côté un discours gouvernemental qui nous explique qu'il y a une maîtrise très importante et qu'on est pratiquement à 3% de déficit des finances publiques, on atteindra en 2020. Et puis de l'autre côté, on a des entreprises qui n'arrêtent pas de dire qu'elles ne sont pas payées, que les ardoises ou que les retards de règlement des marchés publics les met même en difficulté. Mais toujours est-il que la situation… Donc, il semble que l'intervention de l'État soit limitée par la situation des finances publiques. Est-ce que ça peut limiter? Je pense que ça peut jouer un rôle, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de répondre à cette crise et pour armer ce fameux bazooka que j'appelle à mettre en place. Et j'ai proposé hier 3 possibilités ou 3 formes. La première, bien évidemment, c'est le recours au financement international des institutions financières internationales comme le FMI ou la Banque mondiale qui ont mis en place un certain nombre de fonds sur cette question. La deuxième chose à laquelle j'ai fait appel, c'est la mobilisation des ressources nationales qui est… et j'ai lancé l'idée hier d'un emprunt national auquel peuvent participer et les entreprises. Donc j'ai dit 3 moyens. Donc il y a de vrais problèmes, de vraies contraintes pour les finances publiques pour véritablement passer à une étape et un appui beaucoup plus important et beaucoup plus conséquent. Mais j'ai apporté ou j'ai donné des éléments de réponse qui permettraient de desserrer ces contraintes. Le premier, c'est le recours aux institutions internationales. Donc, et on attend, on regarde, on voit ce qui se passe. Et je crois, j'invite ici le gouvernement à le faire de manière sérieuse. Je l'ai dit hier, les questions pour les printemps arabes, on était 6 ou 7 pays à demander des financements. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où 150 pays dans le monde vont demander à avoir accès. Et pour les institutions internationales, un pays comme le Burkina Faso est prioritaire par rapport à un pays comme la Tunisie. Donc, il va y avoir une concurrence très importante. S'il vous plaît, messieurs le ministre, préparez vos dossiers au plus vite. Faites des dossiers solides. Alors, on ne vous donnera pas des moyens sur la base d'un fax que vous allez envoyer. Et nous ne sommes pas seuls dans le monde. La deuxième chose, j'ai lancé l'idée d'un emprunt national. Et l'expérience que j'avais faite en 2014 a été un grand succès. Et la troisième chose, il faut que la Banque centrale finance directement l'économie. Il faut que la Banque centrale se libère des contraintes qui lui sont imposées par son statut de 2016. Il faut qu'elle puisse financer directement les bons du Trésor et l'État. Voilà donc très rapidement 3 points. L'impact économique, la philosophie ou les grandes orientations des interventions économiques et ensuite une analyse. Elle n'est pas une analyse critique, certes, qui reconnaît tout ce que le gouvernement a été fait, mais qui défend l'idée qu'il faut
faire plus pour limiter les effets de cette crise. Merci pour votre attention et désolé pour les petites interruptions. Merci. Merci si, Hakim, pour ce brillant exposé sur les implications économiques. Donc, si j'ai bien compris, politique non conventionnelle, recherche de ressources à l'extérieur, mais je pense que le gouvernement a déjà déclaré qu'il a les 400 millions de dollars qui couvrent quand même 60% du budget qui va être alloué pour faire face à cette crise. Et ensuite, l'idée de l'emprunt national et enfin sur le rôle que peut jouer la Banque centrale. Donc, ce que vous préconisez, c'est que la Banque centrale sorte de son statut tel qu'il a été décidé, tel qu'il a été prescrit par la loi de 2016 et commence à financer l'État par la souscription de bons de trésor émis par l'État. Tout ceci, ce sont des propositions. Les implications économiques que vous avez, donc les conséquences sur les différents scénarios sont catastrophiques. J'ajoute que ces implications-là, qui sont des implications dues à la crise, vont s'ajouter à la situation qu'on avait avant la crise, qui n'était pas une situation, on n'était pas en situation financière aisée pour pouvoir faire face. Et donc, ça va s'ajouter à tout cela. Donc, le problème sera encore plus grave. Donc, baisse du PIB jusqu'à moins 5,6%, comme vous l'avez dit. Dans d'autres pays, il y a même des baisses de la production encore plus importantes. J'ai vu que ça peut aller jusqu'à 10 et 12% pour certains pays. Et surtout, le plus grave pour nous, et surtout pour le secteur exportateur, c'est que la baisse du PIB en Europe va avoir des conséquences sûrement très négatives puisque l'Europe est notre principal client.